Merci à Mireille, à Béatrice Rodebreur et surtout à Benjamin Mouton pour l'organisation de ces 2 journées sur l'ornement qui m'ont pour ma part beaucoup intéressée dans la préparation, puisque c'est un sujet qui pour nous est un sujet fondamental, parfois traité comme collatéral à tort, et il est très utile que ce type de journée puisse remettre ce sujet à sa juste place. C'est ce qu'on a observé en préparant ces journées. On s'était dit qu'il fallait montrer comment ce sujet, qui avait passionné nos aînés au XIXe siècle, avait eu en fait une période, je pense, où il avait été un petit peu relégué dans l'ombre pour ressurgir dans les années 89-90 avec force grâce aux recherches et aux colloques organisés. Alors je voudrais parler ici en tout premier lieu des entretiens du patrimoine qui ont été organisés à Amiens en 1989, auxquels participaient de très nombreux architectes présents ici aujourd'hui et qui s'intitulait « Architecture et ornementation peinte ». Ce moment des entretiens du patrimoine d'Amiens a été fondamental parce que justement, il a fait porter tout d'un coup l'éclairage sur ce sujet de l'ornement peint qui quelquefois avait été traité vraiment en collatéral du sujet peinture murale mais sans trouver sa juste place. Alors aux entretiens du patrimoine d'Amiens, qui donc suivaient les entretiens du patrimoine de Fontainebleau qui portaient sur le décor sculpté l'année précédente, le professeur Jacques Thuillier avait souligné avec force l'intérêt qu'il y aurait à faire une histoire de la polychromie de l'architecture et une histoire des enduits, en indiquant qu'elle n'existait pas encore, qu'elle restait à faire sur certains monuments. Le professeur Kourman avait souligné lui aussi ce manque de documents, de monographies sur l'histoire des enduits et des polychromies des édifices. Et le professeur Thuillier avait souligné aussi dans son intervention qui avait fait date la succession des modes inverses, ce qu'il avait appelé la succession des modes inverses. Je le cite, il indiquait « Toujours dans l'histoire de l'art, la couleur vive fait ressurgir la monochromie qui, à son tour, ramène à la couleur. » C'était très intéressant parce qu'il avait du coup analysé les raisons qui avaient impliqué au XVIIe et XVIIIe ce qu'on a appelé des badigeons de propreté. Il avait indiqué aussi d'où cette expression venait. Et il avait souligné, on était donc en 1989, l'intérêt de faire cette histoire de la couleur et de la polychromie des édifices à partir des représentations anciennes. Et c'était intéressant parce qu'il a beaucoup insisté sur l'importance des relevés, et nous sommes ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, il faut tirer vraiment un grand coup de chapeau à tout ce que nous apportent les relevés du Musée des Monuments Français. Le professeur Pressouire l'avait montré avec force avec Robert Dulot et Jeannie Mayer lors de l'exposition qui a été organisée à la Conciergerie en 2004-2005 avec l'aide du Musée des Monuments Français. Cette exposition s'intitulait « Le dévoilement de la couleur ». Et il avait montré comment les relevés, la force des relevés qu'avaient suscité nos prédécesseurs au XIXe siècle, notamment Ludovic Vitet et Prosper Mérimée, qui s'étaient battus pour que, à chaque fois qu'il y avait une découverte de peinture, des relevés puissent être faits pour illustrer bien sûr la valeur des découvertes, mais ensuite accompagner leur conservation et leur restauration. Donc ces relevés sont fondamentaux. Et Thuillier reprenait avec force cette idée des relevés en disant les relevés sont importants non seulement pour les peintures murales, mais bien entendu pour tout le décor peint, le décor architectural qui les accompagne. Et c'est là un document essentiel. Alors je voudrais, photo suivante s'il vous plaît, je voudrais, c'est moi qui... Attendez, c'est là, pardon. Voilà. Je voudrais partir d'un relevé que justement le professeur Pressouire avait présenté dans son exposition à la Conciergerie en 2004, dans cette exposition Dévoilement de la couleur. C'est un relevé de l'abbatiale Saint-Pierre à Moissac, relevé dû à Pierre de la Ruelle de Beaumesnil en 1772, qui est très intéressant parce qu'il nous donne bien sûr l'expression polychrome de la paroi au-dessus du sarcophage, mais il est aussi accompagné, vous le voyez, d'un petit texte. Et je vous lis le texte parce que c'est Pierre de la Ruelle de Beaumesnil qui écrit « Mosaïque à la fresque dont toute l'église est peinte depuis le bas jusqu'en haut. Les champs de chaque compartiment ont 12 pouces de haut sur 16 de large. Les champs sont jaunes d'or, les fleurs d'un très beau rouge, le centre blanc
et les baguettes gris cendré bordées de noir. Cette peinture est aussi ancienne, dit Beaumesnil, que la construction de l'édifice. C'était la coutume d'alors. On sait que Childebert avait fait de même. Il avait fait peindre et dorer tout l'intérieur de l'église Saint-Vincent, aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés. Donc vous voyez l'intérêt d'un tel relevé, donc découvert par Pressuire à la Bibliothèque nationale aux Estampes, pour montrer l'intérêt de ce décor décrit en 1772 par Beaumesnil. Alors, l'idée du professeur Thuillier de faire l'histoire de la polychromie à partir de représentations anciennes et des témoignages anciens est d'autant plus intéressante que des relevés, des témoignages, nous en avons et nous pouvons du coup comprendre ce qui s'est passé dans des édifices emblématiques. Je pense ici à la Sainte-Chapelle, bien sûr, où nous conservons le projet de Duban, daté de 1837, et où il explique exactement ce qu'il souhaite faire. Alors, vous savez toute l'importance de cette restauration, qui, pour Jean-Michel Legnaud, qui l'a étudié lors de l'exposition Duban organisée à Blois en 1996, donc, qui s'intitulait Félix Duban, les couleurs de l'architecte, Jean-Michel Legnaud indiquait qu'il y avait dans la restauration de la Sainte-Chapelle un moment fondamental dans l'histoire des attitudes patrimoniales, dit Legnaud. Et il indiquait que justement, Duban expliquait qu'il voulait restaurer pour conserver et non pour transformer. Et il fait ça, il fait admettre son projet, non pas par la Commission nationale des monuments historiques, qui n'est pas interpellée sur ce projet, mais sous le contrôle du Conseil des bâtiments civils. Ça, c'est intéressant parce que ça montre que la réflexion est partagée. Au moment où d'autres travaux, et on le verra cet après-midi avec l'intervention de Benjamin Mouton sur Saint-Denis, d'autres travaux, notamment à Saint-Denis, font polémique. Alors, que dit Duban à la Sainte-Chapelle? C'est très intéressant parce qu'on a les termes exacts de la présentation de son projet. Il indique que la partie supérieure de la Sainte-Chapelle, grattée à vif en 1802, n'offrait plus que des traces éparses et presque imperceptibles de sa coloration primitive. Traces qu'il a été facile toutefois d'observer et de réunir avec assez de certitude pour garantir l'authenticité du parti pris de la décoration supérieure. Donc on voit la démarche, il note, il fait relever l'ensemble des vestiges en place et ensuite il va faire plusieurs propositions. Nous conservons aux archives des monuments historiques à la médiathèque les 3 projets aquarellés de Duban. Et il indique dans ce qui accompagne aussi son projet, l'architecte chargé de la restauration de la Sainte-Chapelle, c'est donc lui, à penser qu'il serait de quelque intérêt, tant pour constater l'authenticité du travail qui lui a été confié et en conserver les preuves, que pour servir de guide dans un travail de même nature, où les traces de décoration seraient moins conservées, de réunir les documents authentiques qui l'ont guidé et de joindre à leur exacte représentation les éclaircissements propres à atteindre ce double but. C'est très intéressant parce qu'on voit là se construire une méthodologie. Nous sommes en 1837 et c'est donc très intéressant de rappeler ça. Au même moment, là, il faut indiquer qu'au même moment, Prosper Mérimée, lui, se bat contre l'habitude qu'il y a dans certains édifices de tout badigeonner. Et nous avons la lettre écrite au ministre de l'Intérieur Camille Montalivet par Mérimée, qui date de l'année précédente, 15 juin 1836, à cause de Strasbourg, à propos de badigeonnage qui a lieu et que constate avec tristesse Mérimée lorsqu'il passe à Strasbourg. Mérimée écrit au ministre de l'Intérieur en se plaignant des badigeons et en indiquant « Je ne m'explique pas, je l'avoue », écrit-il, comment cette opération de badigeon a pu être autorisée. Ça rappelle des choses, c'est amusant, 1836. Après les circulaires émanant de votre département, du ministère des Cultes et de l'Instruction publique, qui toutes défendent formellement l'emploi du badigeon et prescrivent de ne faire aux édifices publics aucune réparation sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'administration centrale sur le rapport du Conseil des bâtiments civils. Donc c'est très intéressant, à 1 an d'écart, à Strasbourg en 1836, Mérimée se bat contre le badigeon. 1 an plus tard, à la Sainte-Chapelle, Duban se bat et obtient bien sûr gain de cause pour soutenir son projet et lui donner toute la méthodologie, la rigueur qu'il souhaite sur le traitement des peintures. Alors, après Duban, bien sûr, il faut citer Viollet-le-Duc, parce qu'on a cité, et je remercie M. Brunel ce matin, il a cité l'article corniche. Moi, je me suis intéressée à l'article peinture du dictionnaire, car il y a un article peinture de Viollet-le-Duc très intéressant, où il indique bien que la peinture appliquée à l'architecture ne peut procéder que de 2 manières. Soit elle est soumise aux lignes, aux formes, au dessin de la structure, soit
elle n'en tient pas compte et s'étend indépendamment sur les voûtes, les piles et les profils. Et il distingue du coup les deux types de peinture. Dans le premier cas, elle fait essentiellement partie de l'architecture. Dans le second, elle devient une décoration mobilière, si l'on peut ainsi s'exprimer, qui a ses lois particulières et détruit souvent l'effet architectonique pour lui donner un effet qui relève seulement de l'art du peintre. Alors c'est très intéressant parce que lorsqu'il a fait cette dissociation entre peinture architectonique et scène en fait iconographique, il donne en même temps toute sa force à ce qu'il appelle la peinture décorative et il définit son rôle. Pour lui, elle grandit ou rapetisse un édifice. Elle le rend plus clair ou plus sombre. Elle en altère les proportions ou les fait valoir. Elle éloigne ou rapproche. Elle occupe d'une manière agréable ou fatigue. Ce sont les termes de Viollet-le-Duc. Elle divise ou rassemble. Elle dissimule les défauts ou les exagère. C'est une fée, dit Viollet-le-Duc, qui prodigue le bien ou le mal, mais qui ne demeure jamais indifférente. C'est intéressant de rappeler ces termes parce que le professeur Courman, lors des entretiens du patrimoine d'Amiens en 1989, l'avait souligné. Viollet-le-Duc se rend compte, dans toutes ses prises de position face à l'ornementation peinte, que la couleur en architecture n'est pas une simple couche de surface, c'est une mise en valeur de la structure. Et la manière dont il a étudié l'église Saint-Nazaire à Carcassonne est absolument remarquable de ce point de vue-là. Il étudie vraiment la répartition de l'ornementation peinte en fonction du dessin de l'architecture et de l'impact des vitraux. Il montre le lien qu'il y a entre eux. Il montre aussi que l'architecture gothique utilise le décor peint, mais en prévoyant l'effet de la lumière par rapport aux vitraux. Ça, c'est tout à fait passionnant. Il indique aussi, bien sûr, dans cet article sur la peinture, que les badigeons, contre lesquels lui aussi, comme Mérimée, lutte, c'est simple, il indique carrément qu'il ne les comprend pas. Donc, c'était intéressant de le rappeler. Alors, face à ces différentes étapes dans la réflexion, nous pouvons voir ici, voilà, je voulais vous indiquer qu'à Strasbourg, après que Mérimée se soit battu contre les badigeons, certains éléments ont échappé à la sagacité des restaurateurs qui travaillaient dans la nef et ils ont maintenu les décors originaux dans la sacristie. Et l'autre jour, notre collègue conservateur des monuments historiques me faisait remarquer en me disant: dans les parties annexes, nous conservons ce que voulait en fait à tout prix conserver Mérimée et qui a évidemment été anéanti dans la nef. Alors, autre relevé essentiel, c'est bien sûr les relevés, c'est amusant parce que c'est le même exemple que tout à l'heure Laurence de Finance vous a présenté, l'église de Vic. Là, c'est un relevé fait par Gélis Didot pour son grand ouvrage de 1889 avec l'affilée sur l'histoire de la peinture décorative en France. Ces relevés sont essentiels pour nous, on ne le dira jamais assez, pour comprendre l'œuvre. C'est vraiment le moment de connaissance essentielle auquel nous avons beaucoup travaillé ce matin avec les interventions magistrales que nous avons eues et qui va nous poser maintenant le problème de la décision et du traitement à choisir. Comment traiter maintenant l'œuvre lorsque on la constate altérée et quelle méthode avoir pour traiter l'ornement qui accompagne les peintures. Alors, je tenais à rappeler l'importance de cet ouvrage de Paul Gélis Didot et de Henri Lafilé, publié en 1889. C'est, vous le savez, un in-folio absolument remarquable qui est très très important. Les deux sont architectes, Paul Gélis Didot et Henri Lafilé. Le second est aussi peintre-restaurateur et leur ouvrage, daté de 1889, reste pour nous un document essentiel dans les restaurations qui concernent les monuments qu'ils ont vus, puisqu'il nous donne vraiment en 1889 un état descriptif assez complet de l'ensemble des peintures qu'ils connaissent. Je voudrais aussi, dans ce rappel des grandes étapes, rappeler bien sûr l'importance de l'article d'Émile Malle en 1905 sur la peinture murale en France, des ouvrages bien sûr de Paul Deschamps et Marc Thibout en 51 et 63, et puis nous sommes ici à la Cité, rappeler l'ouvrage de Christian de Mérindol, conservateur du Musée des Monuments Français en 2000, qui a établi le corpus des décors monumentaux peints et armoriés du Moyen-Âge en France. C'est vraiment, il s'inscrivait dans le prolongement direct du travail de Gélis Didot et Lafilé. Alors,
Thuillier donc, nous a beaucoup aidé aux entretiens du patrimoine pour tenter de comprendre comment améliorer notre connaissance de l'ornementation peinte. Mais l'idée du professeur Thuillier était aussi, bien sûr, d'améliorer les outils de la connaissance pour améliorer les décisions prises. Et c'était tout l'enjeu des entretiens d'Amiens. Tenter de construire une méthodologie pour qu'ensuite les choix de parties de restauration de cette ornementation peinte, dont tout le monde comprenait l'importance, puissent être faits en connaissance de cause. C'était essentiel de comprendre. Et c'était le combat du professeur Thuillier, du professeur Courman, qui souhaitait, sur des cas qui ont été évoqués pendant ces 2 jours à Amiens, montrer que parfois la décision s'était faite sur un état connu. Dans les questions posées par Benjamin Mouton tout à l'heure, il y avait le choix de l'état à privilégier. C'est fondamental parce que vous savez que la charte de Venise nous dit avec beaucoup d'élégance qu'il faut respecter l'apport de chaque époque, mais nous savons tous dans nos chantiers que c'est là impossible lorsque les époques se superposent et qu'il y a un état à privilégier, et que faire des fenêtres dans un état cohérent pour faire apercevoir l'état antérieur n'est pas forcément satisfaisant. Ça crée une illisibilité de tout. À force de vouloir tout montrer, nous ne comprenons plus rien, et donc il faut choisir. Donc le professeur Thuillier insistait aux entretiens d'Amiens pour que cette connaissance des états successifs, même si elle est difficile, puisse être faite. Alors on a maintenant des moyens techniques qui permettent non pas de connaître l'état de surface bien conservé, mais en tout cas la qualité du support couche par couche, et du coup de pouvoir choisir de manière assez ouverte. Alors, je voudrais indiquer que ce sujet de l'ornement peint, qui s'est donc considérablement renouvelé depuis les années 90, grâce aux entretiens d'Amiens, grâce aux colloques qui ont eu lieu depuis, notamment sur Félix Duban, les couleurs de l'architecte à Blois, sur Versailles, les couleurs de l'architecture en 2002. Il y a eu vraiment des colloques essentiels là, qui ont marqué l'enrichissement de la réflexion. Il y a eu aussi des travaux universitaires absolument remarquables, et il faut le dire, il faut saluer le nombre de thèses qui ont pu être soutenues grâce à l'engagement des directeurs de thèse depuis les années 90 sur les décors peints et leur accompagnement en ornementation peinte. Et c'est essentiel. Rappelez aussi l'engagement des services régionaux d'inventaire dans certaines régions qui ont tenté de faire l'inventaire à la fois des peintures murales, donc avec iconographie, et des ornements. Je pense à la région Bourgogne, à la région Midi-Pyrénées, à la région PACA, à la région Poitou-Charentes, à la région Bretagne, au Pays de la Loire. Donc c'est essentiel, il y a des régions qui ont réussi à faire l'inventaire complet des peintures sauvegardées, y compris des peintures ornementales. Mais ce sujet considérablement renouvelé a bénéficié aussi, il faut l'indiquer, de la richesse apportée par tous les chantiers qui ont été réalisés. Alors ici, nous avons le maître d'œuvre avec nous aujourd'hui, c'est Patrice Calvel, c'est la restauration des peintures murales des tribunes de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Il y avait là, alors elles n'ont pas bien sûr toutes été traitées, mais le chantier a bien commencé et plus de 4 sont aujourd'hui terminés. Ici, vous voyez l'intérêt d'une telle opération et la difficulté, parce que bizarrement, à Albi, ce sont les peintures des tribunes qui sont les moins étudiées. C'est amusant, les peintures les plus ornementales sont systématiquement, à ce jour, les moins étudiées. Et là, il y a vraiment un beau travail à faire pour les années à venir en termes de recherche et d'archives, comprendre comment ces peintres qui ont traité les tribunes ont travaillé. Nous avons à Albi les noms des peintres des voûtes, nous avons les auteurs, bien sûr, des toiles conservées dans les édifices, mais nous ne savons rien sur les peintures des tribunes. Et au moment du chantier, la qualité de ces décors nous a quand même terriblement frappés. La difficulté aussi était importante puisqu'il y avait des étapes superposées entre le 19e qui était venu modifier, alors le 19e qui était intervenu et dont l'altération avait modifié les couleurs de fond, du coup, d'où un problème d'équilibre. Je vous montre les peintures des tribunes d'Albi parce que c'est en fait des détails qu'on a beaucoup de mal à voir quand on visite l'édifice, puisque vous n'avez pas accès aux parties hautes à ce jour. Et vous voyez l'intérêt de ces parties hautes, ces petits détails qu'ont lancé en fait les peintres de ces tribunes, avec cette poutre ouverte et cet oiseau caché, mais qui n'est donc accessible qu'à partir des tribunes. Alors, des opérations comme celle d'Albi, qui étaient absolument
vraiment complexes, difficiles, notamment du fait des manques de données, n'ont jamais été examinés, et c'est un sujet qu'on évoquait tout à l'heure avec Patrice Calvel, Benjamin Montoya et Pierre-André Lablaude, en Commission nationale des monuments historiques. Et c'est là, en faisant la préparation de ces journées, j'ai été très frappée. J'ai repris en fait l'ensemble des ordres du jour des commissions depuis 1990. Et je me suis rendu compte que finalement, le traitement de l'ornementation peinte n'est pas un sujet régulièrement évoqué en commission. C'est même un sujet très rarement. La commission s'est saisie de ces problèmes de restauration et de traitement pour Saint-Savin, parce qu'il y avait une partie iconographique très importante, et du coup qu'il a fallu traiter aussi les colonnes et l'ornementation peinte. Il y a eu l'église de Guebwiller aussi qui a été traitée, mais à part ces deux cas-là, en fait, et à part Albi, que nous verrons tout à l'heure avec Pierre-Yves Caillot, qui est passé il y a 2 ans, ces sujets d'ornementation peinte ne sont pas portés au débat en Commission nationale des monuments historiques. Et ça, c'est dommage, parce que c'est essentiel que la Commission nationale des monuments historiques, lorsqu'il y a une réflexion en cours, lorsqu'il y a en fait des choix à opérer, et Benjamin a tout à l'heure resitué les questions en disant quel état, quel traitement des lacunes, va-t-on traiter de manière archéologique ces lacunes en laissant ces parties sans décor? Va-t-on au contraire choisir leur restitution parce qu'on estime que l'unité architecturale du décor est telle qu'il ne faut pas de lacunes? Ces questions-là qu'actuellement on se pose sur nos chantiers, entre nous, l'architecte maître d'œuvre, le conservateur des monuments historiques qui fait équipe avec lui et l'inspection, mériterait pour des édifices difficiles, pour des édifices sur lesquels justement la connaissance est parfois imparfaite, d'aboutir à un débat en Commission nationale des monuments historiques. On a vu, et c'est là très intéressant, on a vu l'intérêt de ces débats au XIXe siècle. Duban répondait au Conseil des bâtiments civils, Viollet-le-Duc présentait ses interventions devant la Commission nationale des monuments historiques. Actuellement, le traitement de l'ornement n'est pas un sujet fréquent en commission, et il serait bon que cela surgisse. Alors je citerai une deuxième opération en cours, c'est celle de Lavore, avec Patrice Calvel aussi, maître d'œuvre, où là, c'est très intéressant, on a un décor 19e, mais qui est inspiré par Albi. En fait, c'est intéressant de voir la connivence qu'il y a entre ces deux édifices. Albi, avec son traitement des voûtes, qui date du début 16e, en fait, a inspiré au 19e les peintres d'ornement qui ont souhaité ressusciter en fait l'ambiance ornementale d'Albi et qui l'ont fait avec talent. Ici donc Lavore, ce sont les voûtes de Lavore, actuellement en cours de restauration, grâce à la mairie, maître d'ouvrage, et à l'État qui soutient, ainsi que le Conseil général. Et vous voyez là la qualité du décor du 19e qui s'inspire des voûtes d'Albi. Et bien là aussi, je pense que ce chantier est en train de nous apprendre beaucoup sur, en plus, la fortune critique, je dirais, d'un modèle. C'est essentiel. Et je plaide, moi, pour que ce type de chantier remarquable qui nourrit, en plus qui est référencé, on a les dates, on a les peintres, on a tout, puisse nourrir la réflexion. Et il n'eût pas été, en fait, inutile, il eût été fort utile. Je pense que la Commission nationale des monuments historiques puisse être informée de l'intérêt de ce chantier pour nourrir la réflexion future. Alors, vous voyez, les problèmes ici ont été multiples. Il y a eu des problèmes de lacunes à traiter, de visages qui avaient perdu leur expression, parfois, et il a été choisi à Lavore de jouer l'unité décorative du décor, de ne pas traiter les lacunes en lacunes, sinon ça cassait tout. C'est un choix qu'on a fait tous ensemble, et je pense qu'il est justifié, mais je pense que ça serait bien de l'expliquer, parce que si parfois des avis s'expriment en disant « vous devriez être aussi archéologique sur les décors du 19e que vous l'êtes sur les décors médiévaux et traiter les lacunes en lacunes », eh bien nous avons des arguments pour répondre à ça, et moi je souhaiterais justement que le débat puisse être posé. Alors, à Orléans, je prends la cathédrale, c'est intéressant parce qu'ils ont eu ce problème. Les chapelles sont entièrement peintes à la fin du 19e, les décors datent de 1860-1865. Elles ont été restaurées dans leur état 19e, qui est absolument, enfin, qui est passionnant, qui là est très bien documenté. Les traces étaient en place, et puis là, les traces étaient en place à 90%. Par contre, vous voyez que sur la partie du déambulatoire, rien n'a été touché, aucune trace lisible n'ayant pu être
être exprimées, en fait, être retrouvées, le choix a été fait de les laisser sans décor. On peut s'interroger, quand on voit aussi aujourd'hui la cathédrale, ça c'est des décisions qui ont été prises il y a à peu près 30 ans, on peut s'interroger en se disant, mais c'est quand même très bizarre que ce déambulatoire ait été laissé sans décor avec ces chapelles terriblement ornées. La recherche d'archives est en cours pour essayer de comprendre, mais nous n'avons aucune trace en place. Donc bien sûr, là, on laissera les choses telles quelles et il faudra jouer avec la rupture qui est actuellement très visible, peut-être un peu difficile à supporter, mais bien sûr, on n'invente pas ce que nous n'avons pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans l'édifice d'essayer de comprendre pourquoi les choses sont telles quelles. Alors, nous avons, je voulais finir avec ce chantier qui vient d'apparaître, qui est assez étonnant. Nous avons eu un frisson, je dirais, l'année dernière, en Ariège, lorsque, dans cette petite église d'Ourjout, loin de tout, Bordes-sur-Lèze, mais enfin, ils ont quand même 5 églises classées à Bordes-sur-Lèze, 5 églises romanes, le retable du XVIIIe est parti en restauration. L'enduit arrière s'est fissuré, et voilà ce qui est apparu. Un décor complet de l'ensemble de l'abside, daté sans doute, nous avons appelé nos amis catalans pour venir à la rescousse, c'est sans doute le maître de Pedret, donc des années 1120, intact de tout repeint et d'une qualité extrême, et vous le voyez à la fois pour les grandes figures peintes et pour les ornements, parce que nous avons là des ornements qui viennent d'apparaître d'une qualité mais absolument remarquable. Alors sur une découverte comme celle-là, dans un contexte qui est marqué, vous le savez tous, par la réforme des monuments historiques, c'est-à-dire réforme de la maîtrise d'ouvrage et réforme de la maîtrise d'œuvre. Il y a quelques années, avant 2004, sur une découverte comme celle-là, l'État aurait été maître d'ouvrage, aurait été proposé au maire de Bordes-sur-Lèze, qui doit avoir 72 habitants, d'être maître d'ouvrage et d'appeler bien sûr l'architecte en chef territorialement compétent pour restaurer les peintures murales. La réforme donc de la maîtrise d'ouvrage implique que le maire de Bordes-sur-Lèze est maître d'ouvrage et que donc c'est à lui de monter tout le projet et de choisir son architecte maître d'œuvre. Alors vous imaginez qu'avec la commune, une assistance à maîtrise d'ouvrage a été mise en place. Le maire qui est au début un peu désolé de cette découverte parce qu'il aurait préféré remettre son retable et puis plus rien voir et puis c'était plus simple et puis comme ça on n'aurait pas eu à s'inquiéter de la place maintenant du retable 18e. Mais le maire est maintenant favorable à cette découverte. Du coup, il a fallu donc qu'il crée, alors qu'il fasse un appel, il a choisi une équipe qui va suivre, il y a un comité scientifique créé et on va, grâce aux méthodes que nous apportent les collègues du musée de Barcelone, du musée d'art catalan de Barcelone, étudier, pouvoir vérifier en fait grâce aux stratigraphies, comparer les stratigraphies d'Ourjout avec les stratigraphies connues du musée de Barcelone pour tenter d'attribuer ce décor, parce qu'on va pouvoir peut-être le faire, et ensuite de guider sa restauration. Donc je voulais vous montrer sur une opération récente que la place de l'ornement, elle est fondamentale, qu'elle va guider bien sûr tous les travaux qui vont avoir lieu maintenant, que ce n'est pas simple parce qu'il faudra, vous le voyez quand même, traiter, là sur le plan architectural, on a une fissure qui est encore vraiment instable et donc il va falloir traiter tout l'édifice. Mais comment cette découverte va mettre en place toute une stratégie. Et je voudrais insister sur le fait que dans le nouveau contexte de la réforme, il est essentiel que cette connaissance sur l'ornement puisse être partagée avec nos nouveaux partenaires, donc avec les municipalités maîtres d'ouvrage, avec les propriétaires privés maîtres d'ouvrage et avec les nouveaux partenaires que nous avons, nouveaux maîtres d'œuvre que nous voyons surgir sur nos chantiers et qui, face à l'ornement, ont besoin justement de se situer dans cette réflexion, dans cette méthodologie, d'où l'importance que des débats sur des lieux bien datés, des ornements bien étudiés, surgissent en Commission nationale des monuments historiques, parce qu'à mon avis, c'est à la Commission d'achever un peu le cadre de la réflexion, de mettre en place, pas de l'achever, mais de le mettre en place pour qu'ils se nourrissent de ces expériences et que tous nos nouveaux partenaires, maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, puissent s'inscrire dans cette réflexion disponible. Actuellement, elle est disponible grâce à ces journées d'études, grâce aux réflexions et aux mémoires d'universitaires qui se publient, mais on n'a pas d'histoire de la doctrine, de la réflexion ornementale publiée grâce au PV des commissions nationales, donc il faudrait pouvoir en disposer rapidement. Je vous remercie.
La partie aussi présentation du métier de peintre en décor, et de peintre en décor qu'on appelle en tout cas à l'École d'Avignon peintre en décor du patrimoine, a déjà été évoquée, puisque tu as parlé dans ta présentation tout à l'heure notamment de Lascaux, donc on sait qu'il y a une histoire continue de décor peint et de peindre sur les murs, entre guillemets, sachant bien sûr que la formation et le métier tel qu'on l'envisage à l'École d'Avignon ne se limite pas à peindre de la surface, mais comme ça a été dit notamment par Marianne Cyr, on intervient sur de l'architecture. Et donc on propose à la fois un métier et une formation qui va conduire les gens à une pratique qui s'adapte, s'incorpore, je dirais, à l'architecture, au bâti. Alors donc l'École d'Avignon, du coup, je vais faire court. Rappelez juste qu'on est né en 1983 sur, je dirais, une volonté commune qui a émergé grosso modo en même temps entre le ministère de la Culture, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre des métiers de Vaucluse et de la ville d'Avignon. Et donc on s'est installé à Avignon dans l'hôtel du Roi René, qui est un édifice entièrement classé, et dont on a ici une représentation de la chapelle qui nous sert de lieu d'exercice, qui pose d'ailleurs de vrais problèmes d'ailleurs sur son parti d'intervention, de restauration, et qui montre d'ailleurs, on ne le voit pas ici, un très beau plafond peint du 15e de l'époque où le bâtiment était occupé par le roi René. Donc ça, je vais passer aussi, tout ça, ça a été dit. Effectivement, un petit arrêt sur la formation des agents du ministère de la Culture grâce à une convention qu'on a avec donc le ministère. Notamment les architectes des bâtiments de France, les techniciens des STAP viennent chez nous en formation et, comme tu le disais, les élèves AUE de Chaillot en mai ou juin chaque année. Alors, si on revient sur ce métier de peintre en décor du patrimoine, au début des années 90, il y a eu des réflexions interministérielles autour des patrimoines et des métiers, l'importance aussi des grands colloques, comme l'a rappelé Marianne Cyr. Et donc, il y avait une vraie interrogation sur l'adéquation de nouvelles compétences en lien avec le développement du marché du patrimoine. Donc il y a eu une vraie analyse qui a été faite de ce qu'était ce métier, le métier de la peinture, et qui, bien souvent, il y a eu dans l'histoire de ce qu'était un peintre en décor, un peintre décorateur, un peintre en décor, une espèce de rupture, notamment dans les années, au cours du XXe siècle, où avec l'industrialisation, on a perdu ce métier, en gros, et on l'a, puisqu'il s'est limité à des compétences, entre guillemets, de peintre en bâtiment. Et donc il a fallu un moment trouver comment pouvoir le réintroduire dans la pratique. Le constat, effectivement, qu'au-delà des grands édifices, des grands décors patrimoniaux, dont on a eu quelques exemples ce matin, dont on verra d'autres exemples cet après-midi, il y avait aussi tout un corpus, tout un champ possible de décors, comme en parlait d'ailleurs Benjamin Mouton en introduction, de décors beaucoup plus modestes sur l'architecture civile, religieuse, privée d'ailleurs, qui nécessitaient à la fois de l'intervention, de la restauration entre guillemets, de la restitution, mais aussi de pouvoir proposer de nouvelles pratiques de décor, de nouveaux décors. Donc du coup, il a été proposé à l'École d'Avignon de bâtir un référentiel professionnel et qui a caractérisé ce métier, entre guillemets, et qui nous a conduit à proposer une formation, qui est une formation aujourd'hui homologuée par l'État, par le Registre national des compétences professionnelles, et qui est une formation de niveau 3, le niveau 3 éducation nationale, c'est-à-dire au niveau Bac+2. Donc en 1996, on fait cette première formation, qui s'appelle à l'époque peintre en décor traditionnel. Il faut attendre 3 ans, 4 ans pour demander l'homologation. Son homologation, on l'obtient en 2002, sous son terme définitif, qui est aujourd'hui le nom de peintre en décor du patrimoine. Son homologation sera renouvelée en 2012 pour 5 ans, puisque l'homologation se renouvelle tous les 5 ans, et on est aujourd'hui à la 16e promotion de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'un peintre en décor du patrimoine? Est-ce que c'est un décorateur? Est-ce que c'est un restaurateur? Est-ce que c'est un peintre en bâtiment? Est-ce que c'est un spécialiste d'imitation des matières? C'est à la fois un peu tout ça, et c'est à la fois pas ça du tout. Comme vous l'avez compris, c'est pas... notamment sur tous les poèmes aussi de doctrine, il n'y a pas de vérité, il n'y a jamais de vérité inscrite. Alors, on peut se rattacher à quelque chose qui est finalement assez simple, c'est qu'est-ce qui est écrit dans le répertoire national des certifications professionnelles. Donc il est écrit, je ne vais pas le lire en détail, mais on trouve des mots quand même qui structurent, je dirais, la façon d'intervenir. Donc il y a la notion de programme donné, il y a la notion d'intégration dans un espace architectural ancien, et puis il y a la notion de
de projet, de composition. Et on trouve aussi des notions, alors, pareil, dont on pourrait discuter, hein, quand on parle quand la phrase qui dit « cet art se retrouve aussi bien à l'extérieur, en frise de peintre, etc. » Donc il y a une notion de métier d'art, entre guillemets. Il est aussi donc capable, bien sûr, d'inscrire son projet et de bâtir sa démarche dans l'architecture existante, comme on l'a dit, mais aussi en fonction d'une demande, en fonction d'une commande. C'est-à-dire que la réponse d'un projet proposé sera aussi fonction de la destination du lieu ou de la nouvelle destination, de l'ancienne destination. Et bien sûr, il est aussi capable soit de travailler directement en liaison avec des propriétaires, avec des maîtres d'ouvrage, ce qui est une pratique courante, mais aussi de s'inscrire dans des grands chantiers monumentaux et de travailler avec de la maîtrise d'œuvre, notamment la maîtrise d'œuvre des monuments historiques. Donc il y a quatre grands champs de compétences, et vous voyez qu'on travaille à la fois sur ce que j'appelle parfois la caisse et outils du peintre décorateur, c'est-à-dire qu'on enseigne tout ce qui est l'exécution des différentes techniques, le faux bois, le faux marbre, les différents matériaux aussi sont travaillés, la chaux, les stucs, les graffitos, la fresque, et après tout un corpus plus historique et scientifique, notamment sur l'histoire de l'art, l'histoire des techniques, l'intervention du peintre dans les monuments historiques, qui est quelque chose qui est là relativement fondamental, puisqu'on parle là de doctrine d'intervention. C'est d'ailleurs un module qui est fait par une restauratrice pour effectivement positionner assez clairement dans notre formation quelles sont les limites et les compétences de chacun. Un peintre en décor du patrimoine n'est pas un restaurateur de décor peint. De même, un restaurateur de décor peint n'est pas un peintre en décor du patrimoine. Donc il y a là des frontières. Alors, évidemment, la frontière est toujours simple, comme ça, quand on l'a dit. Dans la pratique au quotidien, elle est bien sûr beaucoup plus floue et elle demande parfois beaucoup de précision. Donc 840 heures en alternance, ce qui permet de faire de la formation en entreprise et de faire de la formation. 18 modules. Un projet de décor qui est une étape assez fondamentale, puisqu'on demande tout au long de l'année, on propose un sujet de décor à l'ensemble du groupe, et ils auront à concevoir un décor en faisant en parcourant, je dirais, tout le déroulé, c'est-à-dire comprendre le lieu, retracer son histoire, etc., et proposer finalement un projet de décor à un jury de professionnels. Alors, le futur professionnel, le futur peintre en décor, qui rentre en formation, grosso modo, il est là. Donc, c'est un décor qui est très féminin. C'est un métier qui est très féminin, à, je ne sais plus, 70-80%. C'est des gens qui ont à l'entrée en formation 35 ans, à peu près. C'était le cas de Cécile quand elle a fait la formation en 2000, je ne sais plus, 6, 7, 8, on ne dira pas. On entre en formation sur un test de sélection, c'est-à-dire qu'on n'a pas de niveau d'entrée. C'est les compétences professionnelles ou techniques qui permettent l'entrée en formation. Et du coup, le niveau d'entrée est très vaste, puisqu'on trouve à la fois des gens qui sont sans diplôme, et des gens qui viennent des métiers, et puis des gens qui sont architectes, historiens de l'art, etc. Donc on a vraiment un champ très large, et on n'a pas que des gens d'ailleurs qui viennent du patrimoine ou du bâtiment, mais on a aussi des gens qui profitent, je dirais, de cette formation pour faire un vrai changement de parcours professionnel, de parcours de vie. Ouais, donc j'avais ici quelques images pour illustrer les différents types de modules qu'on peut faire, hein. Donc depuis évidemment le travail sur les faux marbres. Il est intéressant par exemple de noter l'école Van der Kelen, par exemple, qui est très connue en Europe sur l'imitation des faux bois et des faux marbres. On a chaque année des gens qui ont fait Van der Kelen et qui viennent faire une année de plus à l'école d'Avignon. Alors que l'inverse, je n'ai pas connaissance de l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai pas connaissance de gens qui ont fait l'école d'Avignon et qui sont allés après chercher une spécialisation sur les faux bois et les faux marbres à Van der Kelen. Alors qu'en comparaison, la vision un peu plus large qu'on essaie d'avoir sur l'intervention sur le patrimoine est attractive pour des gens qui ont une spécialisation de production de faux bois ou de faux marbres. Le travail avec les matériaux anciens, les recettes anciennes, Cécile en dira quelques mots, le travail sur la fresque, la notion de projet que je vais évoquer tout à l'heure, et puis effectivement cette notion de patrimoine qui n'est pas que du patrimoine monumental, mais qui est aussi le patrimoine quotidien. 2 chantiers écoles, c'est-à-dire pendant la formation, on réalise 2 chantiers écoles, qu'on essaie d'être plutôt de décors composés. On a ici un exemple sur un hôtel particulier Renaissance au centre-ville d'Avignon. Donc on a traité la cage d'escalier et une intervention sur une villa des années 30 où là on a
restituer la frise qui parcourait la façade. Donc deux choses très différentes, mais qui sont bien complémentaires dans ce métier-là, à la fois du décor intérieur qu'on avait réalisé, si je me souviens bien, je me souviens pas, c'était avec de la peinture minérale, type Keim, si je me souviens bien, et puis là, des techniques entre guillemets beaucoup plus traditionnelles de chaud en pâte et de pigment. Ce projet de décor, que les étudiants vont composer pendant toute une année, accompagnés par une équipe pédagogique avec plusieurs rencontres tout au long de l'année qui vont finir par soutenir devant un jury de professionnels en septembre. Alors j'en profite pour dire au passage que nos formateurs à l'École d'Avignon sont tous des gens qui ont, comme je dis souvent, un vrai métier en plus d'être formateurs à l'École d'Avignon, c'est-à-dire c'est des professionnels dans leur métier, ils sont peintres en décor du patrimoine, architectes, entrepreneurs, architectes des bâtiments de France. Et je salue Nicolas Gauthier, là, qui est quelque part dans la salle, qui d'ailleurs est longtemps intervenu dans l'équipe pédagogique de suivi du projet, qui continue à intervenir sur toute la partie vocabulaire de l'architecture, acteurs du patrimoine. Et donc ils produisent toute une série de maquettes, ils produisent aussi, donc pour pouvoir argumenter le projet de décor, bon, c'est pas forcément le plus représentatif que j'ai mis là, hein, j'ai fait ça, hein. Et ils produisent surtout un grand panneau à échelle 1 pour que le jury puisse juger de leur capacité à travailler, de leur touche. Donc on a un jury qui est ici au travail, vous reconnaîtrez peut-être quelques têtes connues, et notamment Bruno Gerbi, qui est quelque part dans la salle ici aussi. Donc on a un jury qui mélange, je dirais, des professionnels du patrimoine, à la fois du secteur public, hein, François Goven le préside, des maîtres d'œuvre, Paul Teclerc qui est architecte en Belgique, et puis des spécialistes des métiers, c'était Bruno Gerbi, Valérie Michaud, qui est peintre en décor, était cette année dans ce jury-là. Donc voilà, vous comprenez qu'on fait appel, ce métier il est à la fois complexe, passionnant, parce qu'on fait appel à des tas de notions qui sont très complexes, très complémentaires, et qui ont fait un métier qui est à la confluence de plusieurs métiers, qui sont à la fois un métier de peintre, un métier de décorateur, et puis un vrai métier d'acteur du patrimoine, je dirais pas de militant du patrimoine, par sa capacité à aussi valoriser le patrimoine auprès de propriétaires qui n'ont pas forcément de connaissances de champs offerts par le décor, notamment le décor patrimonial. Ça me permet de faire la transition avec l'intervention de Cécile Babodula, dont le métier est d'être peintre en décor du patrimoine. Elle ne travaille pas à l'École d'Avignon, comme tu l'as dit, mais c'est pas un souci. Son métier, c'est d'être peintre en décor du patrimoine, et elle est aujourd'hui, en plus de ce métier, présidente de l'Association des peintres en décor du patrimoine, puisque comme toute formation reconnue, les diplômés se sont regroupés dans une association et ont notamment écrit une charte sur laquelle ils vont travailler à nouveau, d'ailleurs, qui permet de cadrer un peu plus, de résumer, je dirais plutôt, à la fois la déontologie, à la fois les compétences des peintres en décor du patrimoine. Alors, peintre en décor du patrimoine de l'École d'Avignon, il faut dire aussi qu'on est la seule école en France à faire ce diplôme avec une notion patrimoniale à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau Bac+2. Et donc vous voyez qu'on part de lutter pour la sauvegarde du patrimoine et on termine à transmettre et partager un savoir-faire, une culture du bâti. Je crois que dans le temps que j'avais, j'ai à peu près tout dit, je vais te laisser la parole. Il va arriver. Il faudrait nous mettre le PowerPoint suivant, moins que ce soit moi qui le trouve. Ouais, ah bah voilà. Parfait. Bonjour à tous. Je suis plus à l'aise avec un pinceau qu'avec des micros, je suis désolée. Donc, je vais vous présenter le métier de peintre. Tu peux avec la souris. D'accord. Je vais vous présenter le métier de peintre en décor du patrimoine. Donc, en rapport avec son chantier, son éthique, et avec des exemples illustratifs qui ne seront pas des exemples de grands monuments comme la cathédrale d'Albi, mais avec des exemples simples et qui représentent l'éclectisme du métier. Donc, pour définir le métier du peintre en décor du patrimoine, je dirais que c'est un acteur à part entière de la transmission du patrimoine et de sa réhabilitation, mais dans la spécificité du décor peint, qu'il soit ou non classé, inscrit, religieux, urbain, rural, dans ces domaines-là.
Son exercice se fait dans une certaine déontologie, dans une éthique et dans le plus grand respect de la Charte de Venise, des théories et doctrines liées à la conservation, la restauration et la réhabilitation du patrimoine. Donc l'enseignement qu'il reçoit à l'école d'Avignon, unique centre de formation des peintres en décor du patrimoine en Europe, lui permet non seulement de recréer le lien d'avec les peintres ornemanistes et détenteurs de recettes d'ateliers traditionnels d'antan, ainsi que des artistes créateurs de jadis, mais également de prendre en considération l'environnement architectural du décor, de son histoire, de ses valeurs historiques, esthétiques et de son état de conservation. C'est ce qui distingue le peintre en décor du patrimoine d'un peintre en décor. Alors, le peintre en décor du patrimoine est un fin connaisseur des techniques ancestrales, des époques et des styles, de la nature du bâti ancien. Il intervient sur des missions de raccord en facture ou sur des missions de création d'ensembles décoratifs, que ce soit chez un particulier ou dans un bâtiment patrimonial existant où la commande est de créer un décor dans le jus du bâtiment. Donc, il est apte à réhabiliter, il est également apte à créer un ensemble. Et systématiquement, le projet ou l'intervention, elle est appuyée par une étude dûment documentée ainsi que par des règles de composition architecturale du lieu. Il est à la fois donc acteur de la transmission des techniques traditionnelles et d'un savoir-faire. Il est également acteur de la transmission du patrimoine et créateur. Donc le peintre en décor du patrimoine a la particularité de maîtriser les techniques traditionnelles qui vont de la préparation du support à la pose de la dernière couche du décor. Il est capable d'effectuer un constat d'état basé sur des observations visuelles et il peut être amené à solliciter un conservateur-restaurateur afin de mener à bien des interventions qui ne sont pas de son ressort, assurant ainsi la qualité et la pérennité d'un acte de transmission, cette fois pluridisciplinaire. Dans ce métier, moi je dirais qu'il faut faire abstraction de soi pour s'imprégner et rendre la touche de l'artiste. Alors, en ce qui concerne le sommaire, donc présentation du métier, ça c'est fait. Je vais rapidement évoquer l'éthique et les engagements qui sont déjà cités dans la charte présentée par Patrice, le cadre d'intervention, les réalisations avec quelques exemples. Et sur ces bibliographies, je l'ai oublié, je suis désolée. Alors, en ce qui concerne l'éthique, donc l'intervention se fait dans le respect et la nature du bâti, ça j'ai déjà dit, l'analyse, l'observation, l'étude et la compréhension de la touche artistique, ainsi que des techniques et des méthodes d'origine, le respect des règles éthiques, telles que la Charte de Venise, les lois afférentes au lieu, les consignes du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Son intervention est mesurée par ses compétences et, ce qui est important, c'est qu'elle s'arrête où un relais pluridisciplinaire est nécessaire, que ce soit en amont ou en aval de son intervention, avec d'autres intervenants tels que les restaurateurs, des sculpteurs, enfin tout ce qui dépasse le cadre de son intervention. Donc la présentation du métier, ça c'est fait. Éthique et engagement, c'est fait. Donc les cadres d'intervention, je les ai cités au début. Donc ça peut être commande privée, commande publique, appel d'offres, chantier associatif, enseignement et conseil. Alors quelques exemples d'intervention avec création d'un ensemble décoratif dans du bâti contemporain, la création d'un décor de devanture commerciale en secteur sauvegardé, un raccord à l'existence sur un plafond peint et une restitution de l'existant sur façade d'un bâtiment classé monument historique. Alors le premier cas, la création d'un ensemble décoratif de style dans une bâtisse contemporaine. Alors, dans ce cas-là, pour la commande, le client est un vendeur de matériaux anciens qui souhaite orner les murs de son salon d'un décor inspiré de style Louis XV. Le lieu, donc c'est le salon d'une bâtisse contemporaine de construction traditionnelle. Elle est soumise à aucune protection ni réglementation. Les fonds sont déjà en plâtre imprimé à l'acrylique sur l'ensemble du projet, ce qui limite déjà certaines techniques d'intervention. Pour passer à l'élaboration du projet, donc réflexion. Cette fois, la recherche documentaire en fonction de la demande du client, c'est essentiellement basé sur deux ouvrages. Les grands décors français
de 1650 à 1800 aux éditions Faton et les boiseries au musée Carnavalet, éditions Citadelle et Mazenot. La présentation du projet s'est réalisée sous forme de maquette aquarellée pour permettre aux clients de juger du style, des proportions, des couleurs et du choix des ornements réinterprétés. Une fois validé, on passe à la mise en œuvre du décor. Donc, on a le support en plâtre imprimé et la première approche avec les badigeons de chaux qui ont été posés sur le fond des panneautages. Donc, 2 techniques de réalisation ont été choisies pour mettre en valeur un contraste de matière qui était souhaité par le client. Alors, dans un premier temps, pour traiter les ornements et avoir un rendu lisse et mat, on a traité avec une technique à l'acrylique qui était de plus parfaitement adéquate avec le traitement préalable du support. Et pour le fond des panneaux, et obtenir un rendu velouté et nuageux qu'on ne voit pas très bien ici, on a opté pour une technique à la chaux et au pigment naturel. Mais là, par contre, il a fallu préparer et adapter une recette spécifique pour que la chaux puisse adhérer au support. Ensuite, deuxième phase, il y a eu une réalisation du motif sur décalque à l'échelle 1 et report sur les murs, et puis réadaptation avec un ajustement à main levée. Pour le tracé de l'ornementation, voilà ce que ça peut donner par la suite, une autre étape. Avec le début de la mise en couleur et des volumes des ornements. Là, on a l'ensemble des panneautages, donc on se retrouve avec un mur qui est scandé de panneautages chantournés, avec un soubassement des panneautages simples et une main courante qui divise les 2 espaces du mur. On a donc le fond velouté des panneautages à la chaux et les ornements rocailles réinterprétés dans le style Louis XV. Et voilà le résultat final, où on voit sur la photo qu'en fait le client était très adepte de ce style d'ornement, puisqu'on voit que sur le haut de la porte qui est dans le couloir, il y a un ornement en volume appliqué. Alors maintenant, je vais passer au deuxième exemple. Là, il s'agit d'un exemple d'intervention complètement différent. C'est la création d'une devanture commerciale, la Fabrique des Saveurs, rue Grivola à Avignon. Alors, le contexte, ce sont des propriétaires qui ont acquis ce commerce en 2012 et qui développent leur concept centré sur l'élaboration et la fabrication de saveurs haut de gamme alliant tradition et modernité. La devanture qui existe est passée, elle est en plastique d'après-guerre, elle tend à vouloir imiter le faux marbre, les lettrages sont obsolètes. Néanmoins, les clients s'engouffrent parce qu'ils savent reconnaître le talent et la qualité des 2 associés et de leur équipe. Alors là, on a un factuel historique. Le commerce de boulangerie-pâtisserie existe en ce lieu depuis 1854. Et on a des contraintes réglementaires puisque nous sommes dans le secteur sauvegardé de la ville d'Avignon. Donc voilà la localisation avec la rue Grivola. Et donc on voit bien qu'on est en plein centre du secteur sauvegardé d'Avignon. La problématique, alors, elle était de communiquer sur la rue l'esprit du commerce, donc on a là une responsabilité sociale puisqu'on est au vu de tout le monde. Donc la Fabrique des Saveurs, c'est une synthèse d'énergie, de passion, de créativité, de tradition, de convivialité et de gourmandise. Il faut rendre tout ça dans ce décor. Mais également, il y a un aspect commercial puisqu'il faut développer et pérenniser la portée commerciale de ce commerce. La définition, donc là on avait une photo, ça fait pas marche arrière ? Non, c'est pas grave. Donc précédemment il y avait la photo des années du début du siècle. Là on a une photo qui est un peu moins ancienne, qui date d'avant la réalisation du décor. Donc la définition du concept, redéfinir un tel concept pour redéfinir l'expression du commerce existant. Donc il faut inclure dedans la boulangerie-pâtisserie depuis 1854, communiquer l'authenticité, puisque c'est ce qui se passe aussi dans la fabrication de la boulangerie, de l'artisanat et de son inscription dans l'aujourd'hui. En deuxième axe, exprimer l'existence du commerce à travers le temps,
Donc, dans ce cas-là, il faut envisager une devanture portant l'authenticité du parcours de la boutique depuis 1854 à nos jours, c'est-à-dire porter témoignage de sa présence dans le temps et de son évolution. Il faut réunifier aujourd'hui tout son parcours en faisant fi des changements de propriétaire anecdotiques, puisque ce n'est pas important dans le message à faire passer. Il s'agit de faire comprendre que la tradition de la boulangerie est ancrée donc depuis 1854, mais je me répète un peu. Excusez-moi. Donc, troisième axe de définition du concept, respecter la cohérence avec l'environnement, c'est-à-dire la signalisation, la devanture, l'enseigne et la préenseigne, participent de la perception d'un bâtiment, d'une rue, d'un quartier, et s'intègrent et préservent dans l'existant. Dans ce cas, l'architecture et l'identité du lieu. Dans un centre-ville historique régi par le règlement du secteur sauvegardé de la ville d'Avignon. Alors maintenant, on passe à l'expression du concept. Alors l'expression du concept implique le choix de la typologie de la lettre. Donc là, je vous ai épargné les photos de vitrines de boulangerie parce que c'est un peu l'heure du repas. Donc on a choisi des lettres rondes pour s'adapter à la rondeur des viennoiseries, exprimer la rondeur en bouche, la rondeur de l'envie, la gourmandise. La lettre boule semble convenir et de plus, dans l'environnement, aucune typologie de proximité ne gêne ce choix. Alors la particularité du lettrage, c'est qu'il doit s'imposer comme existant depuis 1854. Son traçage sera exécuté à main levée et il doit être perceptible dans son authenticité, de même que son usure, sa reprise et son entretien. Autre axe de définition, la définition des couleurs et des patines. De même, on reprend l'envie d'exprimer les goûts par des couleurs, donc fond café, au lait, foncé, des couleurs plutôt dorées, plutôt appétissantes comme les viennoiseries qui sortent du four, donc le jaune d'or, l'orangé. Exprimer la subtilité des nuances du goût aussi par des superpositions variées de transparence, de glacis, comme on peut le faire sur les boutiques anciennes, et aussi des glacis qu'on peut retrouver sur les pâtisseries, des beaux glacis au sucre. Exprimer aussi la patine du temps, comme des glaçages à l'œuf sur les viennoiseries, des glaçages divers, superposés, usés et ravivés sur le décor. Donc pour présenter tout ça, là aussi, une maquette aquarellée à l'échelle 1/50 a été réalisée. On voit là quelques détails. D'accord, j'accélère. Donc, la mise en œuvre. Donc, cette boulangerie-pâtisserie a été mise en œuvre le décor a été mis en œuvre sur un coffrage rapporté qui a été réalisé par un menuisier et sur lequel il a fallu adapter différentes techniques et se détacher parfois des techniques traditionnelles qui permettaient de traiter le bois parce que certaines parties ont été réalisées en bakélysé. Donc, vous avez un aperçu de l'enseigne avec les lettres du bandeau, de l'enseigne drapeau qui permettra de signifier la boulangerie de loin et du panneau vertical qui signifie ce qui se fait à l'intérieur de la boulangerie. Voilà encore quelques détails du décor. Et ça, c'est l'historique, donc avant, au début du siècle, après, et le résultat final. Et je tiens à signaler que la peintre en décor du patrimoine qui a réalisé ce décor a été primé par la ville d'Avignon, puisque la devanture a été élue première devanture commerciale du secteur sauvegardé. Donc voilà pour cet exemple. Je passe rapidement à un exemple de conservation-restitution. Donc cet exemple-là est réalisé sur un décor peint à la caséine, dans la demeure qui s'appelle Les Névons, à l'Île-sur-la-Sorgue. C'est la maison d'enfance du poète René Char. Elle a été achevée au début du XXe, en 1907. Donc le propriétaire est un architecte qui est amoureux du lieu. Il rénove la maison qui a subi plusieurs remaniements afin de retrouver les espaces et les volumes d'origine. Et ce faisant, il découvre sous les faux plafonds un plafond peint portant un décor de ciel ouvert sur une corniche en trompe-l'œil ornée de rinceaux d'acanthe et de grappes de capucine. Ce plafond a été traversé sur sa ligne médiane par une cloison qui a été aujourd'hui déposée et il porte des enlèvements de matière et des restes de plâtre qu'on peut voir ici. Donc le contrat en fait avec le client était d'accompagner ce décor afin de lui rendre sa lisibilité tout en le laissant dans son jus.
Alors là, la technique a été réadaptée à la technique d'origine, c'est-à-dire utilisation d'une peinture à la caséine avec des réintégrations à l'aquarelle. Conservation de la réversibilité aussi. Donc il y a eu un nettoyage doux, un époussetage, fixation du décor par pulvérisation avec du silicate dilué à 20% d'eau, rebouchage des trous, injection, etc., recherche des teintes. Tout un protocole de recherche préalable à l'application du décor. Voilà ce que ça donne. Les peintres en décor du patrimoine à l'œuvre. Et je passe à mon dernier exemple, donc l'abbaye de Roseland. Alors, c'est une abbaye qui appartient à la commune de Nice depuis le 30 septembre 1971. C'est un édifice classé au titre des monuments historiques depuis le 3 septembre 1996. Pour la petite historique, donc la voilà, famille des Lascaris-Vincimi, comte de Castellar, puis famille Jaume, ensuite un comte russe, et le jardin qui est classé aussi. Et enfin, le dernier propriétaire qui est Édouard Larcade, un célèbre antiquaire qui a rapporté beaucoup de pièces pour enjoliver cet édifice, enfin enjoliver pour l'enjoliver à sa manière, mais c'est un très bel édifice tout de même. Donc, au préalable, bien entendu, des recherches documentaires sur la base Mérimée, la mairie de la ville de Nice, et probablement d'autres dont je n'ai pas eu l'information puisque ce n'est pas moi qui ai mené le chantier. Donc, sur cette abbaye, qui n'est pas une abbaye mais une demeure. Elle a le nom d'abbaye parce qu'elle a un cloître, mais elle n'a jamais été apparemment la résidence d'ecclésiastique. Donc, c'est un trompe-l'œil architectural de style néo-gothique avec chaîne d'angle en pointe de diamant, frise de fleurons, ogives et ornements trilobés régnant sous les génoises et les appuis de fenêtres. On a aussi des ogives à remplage de trèfle au trumeau et des colonnettes qui définissent le jambage des baies. Donc dans ce cas-là, le décor vient vraiment appuyer, voire parfois détourner l'architecture du lieu. Donc le décor est vraiment porteur sur cet édifice. Donc l'éthique, voilà les recherches, les relevés. Donc il y a quand même une éthique. Ne pas produire un pastiche ou un faux historique, ne pas détruire les 2 campagnes de décor successives, et respecter la nature du lieu, respecter la fonctionnalité et l'esthétique qui viennent appuyer et définir l'architecture du lieu, ceci dans le respect de la dimension patrimoniale, historique et culturelle de l'édifice. Donc, un choix de technique a été validé, qui permet de rester en accord avec l'éthique, le respect de l'ancien et de la nature du bâti, et assurer la pérennité du décor qui va être créé, ainsi que le décor sous-jacent qui ne sera pas détruit puisqu'il s'agira de la pose au préalable pour réaliser le fond d'un badigeon en technique traditionnelle de chaux et de pigments naturels. Donc l'intervention du peintre a bien entendu lieu après l'intervention des maçons. Il s'agira de faire des relevés au calque avec détail des ombres, etc. Toute une technique de relevé au calque bien spécifique. Des recherches de teintes, de fond et des ornements, des ombres portées, des lumières et de la formulation du badigeon avec des essais au préalable. Donc, en premier lieu, on pose un badigeon de fond en plusieurs passes. Et ensuite, on arrive à la technique du poncif qui dépend donc du relevé des décors existants. Et puis ensuite, on commence à mettre en couleur et en volume, étape par étape, le décor, fidèle au décor préalable, au choix de décor préalable, puisqu'il y avait 2 campagnes de décor. Donc, c'est un décor qui est très présent, et c'était sa destination d'origine, puisque de toute façon, il était destiné à être vu de loin et à impressionner. Voilà le décor de la pergola. Alors là, avant l'intervention et après l'intervention. Une autre photo, avant et après l'intervention. Voilà, merci pour votre écoute.